pas mal de nouveautés, pas mal de choses qui ont été révélées ces derniers jours. Ouais, certaines qui ont fait plus de bruit que d'autres, hein, je ne vais pas vous mentir. Il y a pas mal de cartes, mais pas que. C'est vrai que dernièrement, on avait surtout que des cartes à traiter. C'était des fois un petit peu triste, hein, il faut savoir le dire. Et on va commencer, du coup, on en a déjà parlé, mais cette fois-ci, on a des infos un petit peu plus détaillées du Early Days Collection, du coup, qui est le jeu vidéo Yu-Gi-Oh! Qui reprend un petit peu, qui est un peu le remake remaster, tu sais, la collection de remake, la collection de portage. Voilà. Donc, collection de portage des anciens jeux Yu-Gi-Oh! Qui du coup sortira le 27 février 2025. Et on en a pas fini, mais le mois de février 2025 il va être très rempli pour Yu-Gi-Oh! Donc faites attention, gardez vos sous à Noël et dépensez-les en février, c'est un conseil. Et c'est pas fini parce que la liste des cartes qui seront offertes en promotion lorsque vous achetez du coup une des boîtes de l'Early Days Collection a été annoncée. Alors nous on s'en fout de ce qu'il y a à gauche, et tant mieux, parce que nous ce sont des plumeaux de Damarpi en quarter qu'on pourra gagner en achetant du coup la boîte de jeu, donc soit un des arts, soit l'autre, enfin on aura les deux. Ça c'est un détail, c'est toujours un petit peu bling bling, un petit peu rigolo. C'est vrai que voilà, la période où les jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Sortaient et on pouvait en plus récolter des petites cartes exclusives et tout, ça faisait toujours plaisir. C'est vrai que là on a un peu perdu ça, c'est juste des cartes qui chopent un bump de rareté et ça fera plaisir aux pimpers comme on dit, et j'en fais partie à ce niveau là, on va pas se mentir. En revanche, et ça c'est la news qui me fait un petit peu plaisir, on a la liste des jeux et certains jeux ont été ajoutés, donc on peut voir qu'on a déjà pas mal de jeux, et moi j'en vois un très particulièrement qui a été ajouté dans la liste, Rechef le Destructeur, et je suis tout sourire, tout content. Parce que voilà, c'est un jeu qui a bercé mon enfance, c'est un jeu qui a bercé le début de mon adolescence aussi, parce qu'il m'a vraiment beaucoup marqué, et je l'ai pas mal fumé ce jeu, et c'est vrai que, bon, voilà, il y a aussi de Sacred Cards bien sûr qui sera là, mais c'est vrai que là, quand je vois ça, je vais pas vous mentir, peut-être à un moment donné, on va prendre le jeu, et peut-être on va le faire en live, tu vois, peut-être on fait un petit let's play en live tous ensemble. Voilà, je sais pas, si ça vous tente, mais j'avoue, Sacred Card que j'ai jamais fait. Et je sais que c'est un petit peu le petit frère de Rechef. Et derrière faire Rechef qui est un jeu de zinzin, il faut savoir le dire. Je vous avoue, ça me hype bien, hein. J'ai beaucoup d'anecdotes avec Rechef que j'ai déjà racontées dans différents lives. Bon, j'ai une revanche à prendre. Sur ce jeu, et est-ce que ce serait pas le bon moment? Donc voilà, si ça vous tente, on pourrait mettre ça en place à la sortie du jeu, etc. Voilà, essayer de se faire un petit marathon Rechef ou un petit truc comme ça. Moi, j'avoue, ça me hyperait pas mal. Et puis, vous pouvez voir aussi qu'il y a écrit au-dessus, donc on a la line-up du coup des titres. On peut voir qu'on a quand même 8 jeux différents, c'est déjà pas mal. Mais c'est quand même annoncé qu'il y aura peut-être... il y a écrit more titles to be announced, donc peut-être qu'il y en aura plus. Ça se trouve que ça n'a pas été mis à jour, c'est-à-dire ça se trouve ils les ont déjà tous mis et qu'en fait il n'y en aura pas d'autres qui seront annoncés, mais peut-être qu'on aura peut-être des jeux en plus, et c'est vrai que ça fait un peu baver. Bon, ça c'était pour l'Early Days, et c'était vraiment cool. Et on n'a pas fini avec les annonces parce qu'on aura le nouveau Maze qui va sortir, Maze of the Master. Donc le maître du labyrinthe, ou le labyrinthe du maître, je sais pas comment ils le traduiront chez nous. Bah ça sortira le 21 février 2025, donc là vraiment, je vous l'ai dit, hein, en février il se passe des trucs, et on peut voir du coup quelques cartes qui apparaissent ici, notamment des cartes peut-être exclusives, ça va reprendre peut-être possiblement des cartes Temple du Roi, etc., les cartes d'Odion et tout. Donc c'est vrai que c'est assez fou, et surtout, bah vous le savez, on avait parlé pas mal, justement, des cartes Tachyon, Galaxy Tachyon, etc. Des cartes aussi du support, comment il s'appelle, Trickstar du coup, etc. Et justement, c'était des cartes qui étaient dans un set exclusif au Japon, donc Duelist of Brilliance, et tout ça va venir dans Maze of the Master, en plus des nouvelles cartes TCG exclues. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes, avec notamment, je pense aussi, Seven Tachyon qui sera dedans, une carte qu'on a tous un petit peu vue déjà, carte que j'avais déjà présentée bien sûr, mais qui a largement fait ses preuves en OCG, et qui risque d'être un petit peu le bonfire du set. Donc il y a un petit peu de frustration pour moi en vrai que ce set là continue. Je suis pas super fan en vrai des sets Maze. Je trouve que bon, c'est pas parfait,
mais on verra bien... On verra bien ce que ça nous cache, et puis en vrai, si l'exclu qui est dedans, alors l'exclu il me semble de la dernière fois c'était les spadassin enflammés là, la fois encore d'avant c'était les Gate Guardian, donc justement d'où le côté labyrinthe. On verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, comme je vous ai dit, entre ça et ça commence à faire pas mal de choses à se mettre sous la dent. Et il n'y a pas plus d'informations, hein, ça a été dévoilé du coup pendant une convention, vous pouvez voir à côté le deck de structure Blue Eyes. On a des cartes Bonanza qui ont été dévoilées, etc. Je vais pas trop en parler pour l'instant, parce que il n'y a rien à dire, enfin vous regardez les cartes, et voilà, c'est des cartes... Pour l'instant en fait c'est que des cartes de nostalgie qu'ils mettent en avant, donc c'est pas super intéressant d'en discuter. Bien sûr quand il y aura toutes les cartes qui seront annoncées, on pourra en parler un petit peu plus en large, quand on aura vraiment tout et qu'on verra un petit peu plus comment les ratios fonctionnent, etc. On rappelle que la Bonanza sort dans pas si longtemps, mais vous pouvez voir ici que Konami du coup a fait une annonce pour nous demander de voter pour la prochaine Quarter Century qu'on aimerait voir dans le jeu, et en fait les gens n'ont absolument rien compris à ce truc là, parce qu'en fait les gens pensent que là on vote pour rajouter une carte dans la Quarter Century Bonanza, et en fait je donne mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais quand tu vois le formulaire, il y a quand même écrit pour célébrer la sortie du Quarter Century Bonanza, on aimerait vous donner la chance de nous tenir au courant de la carte que vous voudrez voir le plus en Quarter Century. Vous pouvez suggérer n'importe laquelle tant qu'elle a été imprimée en TCG, tant qu'elle n'est pas déjà disponible en Quarter. Et tenez-nous au courant de la carte que vous voudrez voir inclure dans cette rareté magnifique avant que cette chance disparaisse à tout jamais. Et donc c'est là où les gens, je pense, ne font pas gaffe, c'est que les gens en fait votent et les gens pensent que du coup ils savent pas quelle carte mettre dans la Bonanza, machin. Ça n'a rien à voir avec la Bonanza, c'est juste pour célébrer l'événement. Et comme on le sait, ouais, voilà, on fait souvent la vanne, les 25 ans, les 25 ans, les 25 ans, mais il y a un moment où c'est quand même peut-être prévu de s'arrêter, et moi je pense que là l'idée c'est de se dire, il en restera très très peu des slots de Quarter à faire, mais ce n'est pas pour ce set, hein. La Bonanza, j'en suis plus ou moins sûr à 100%, alors c'est de l'intox, hein, c'est la logique qui voudrait me donner raison ici, mais le set il est fini, hein, il est déjà chez l'imprimeur, les cartes elles sont déjà sorties, ils sont déjà en train de les préparer, enfin, ils sont pas en train là de se dire... à 2 semaines de la sortie, ah oui, en fait, si on rajoutait la carte votée par le public. Voilà, donc pour moi, là, c'est juste se dire pour fêter la sortie, et pour se dire que les quarters c'est bientôt fini, quelles cartes là, il manque un petit peu dans le set, et vous aimeriez bien voir là-dessus pour plus tard. Voilà. Évidemment, vous connaissez la communauté Yu-Gi-Oh! Elle aime beaucoup troller, elle aime beaucoup s'amuser. Et donc, la carte qui est votée en masse, il s'agit évidemment de Herneos. Voilà, on n'est pas surpris ici, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est assez rigolo. Je préfère quand même le préciser, parce que j'ai vraiment l'impression que des gens comprennent pas et que c'est en mode, voilà, il y a plein de choses à reprocher à la Bonanza, et vous savez que je suis le premier à le faire. Pour l'instant, j'arrive pas encore à comprendre la pertinence de ce set. Je dis ça parce que même sur le Discord, j'ai vu des gens se plaindre en mode, ah mais ils savent plus quoi mettre et tout. J'étais en mode, non, ils savent très bien, le produit est terminé, il y a pas de... Enfin, si vraiment le produit n'est pas terminé et que vraiment ils vont mettre la carte, ouais, c'est une singerie. La Bonanza, en vrai, ça sent toujours mauvais parce que les cartes qui sont annoncées, oui, c'est super, on a cylindre magique, et loin de moi l'idée évidemment de rabaisser le Yu-Gi-Oh rétro, etc. C'est pas un souci, ça me dérange pas particulièrement. Mais c'est comme d'habitude le fait que je trouve que ce pack là il est en train de se diriger dans la même direction que la Teen Box. En fait tu fais un contenu pour 2 types de joueurs qui sont complètement opposés, et en fait je pense que tu vas satisfaire absolument personne. Donc Bonanza c'est pour Edison, mais il y a même des cartes qui sont dedans qui sont pas incroyables pour de l'Edison, hein. Donc c'est pas le sujet, comme je vous l'ai dit, il y a pas de problème s'ils veulent faire des trucs pour du rétro, pour du machin, pour de la nostalgie, il y a pas de souci. Et je sais que c'est pas le set de base, je sais que c'est des cartes qui sont qui rajoutent sur le 200 pools de cartes nostalgiques, mais je reviens sur le fait que je trouve cette idée nulle à chier, parce que c'est la 5ème carte du pack, et en fait t'as des gens qui veulent juste ces cartes là, et en fait ils vont galérer à les avoir parce que c'est une carte. C'est-à-dire tu vas acheter une display, tu vas avoir 24 boosters du coup, je suppose, sur les 200 cartes possibles. Enfin, c'est insupportable.
Moi, je sens que c'est quand même un peu un P dans l'eau. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'espère juste avoir tort. Hein. Ça se trouve, ça va être banger comme set et tout ça, mais pour l'instant, on a tellement peu de cartes qui sont annoncées, on a tellement rien, quoi, qu'on est là un peu en train de se battre avec notre caca en mode ouais, super, il y a 5 cartes jouables et le reste est un peu plus compliqué. On verra bien. C'est pas, voilà, il n'y a pas de surprise pour l'instant. Je suis en mode, bon, bah voilà. Et puis la crate card, c'est, enfin, la crate York QCR, quoi, c'est vraiment autre chose. C'est tout un petit peu pour les news de produits extra. Donc comme je vous ai dit, voilà, mois de février qui va être pas mal pris parce qu'il me semble que le deck de structure Blue Eye ce sera aussi en février. Donc ça fait quand même beaucoup. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est en février aussi. Hein. Je vous dis ça tout de suite, mais c'est vrai que putain, on va avoir l'Early Days Collection plus le deck de structure plus Maze. Ça fait quand même sacrément beaucoup, pas mal. Ceci étant dit, eh bien, je pense qu'on peut passer à la révélation des différentes cartes. Pour le coup, ça va être uniquement des cartes de Suda. Suda qui, eh bien, remplit quand même pas mal les cases, hein, parce qu'on a eu pas mal de news à ce niveau-là. On va commencer avec la toute première, qui est Eto, le Libérateur. Et franchement, l'art est banger de fou. Genre, c'est... Ça envoie du lourd, hein. Je sais pas il libère qui, Eto, mais libère-moi, hein. Je t'en supplie, parce que là ça met mal, hein, quand même. Alors, c'est un reptile, je sais pas dans quel univers, mais bon, c'est pour dire que c'est un alien, quoi, on a capté. 4000 d'attaque, 0 de défense, niveau 8. Voyons un peu ce qu'il fait, c'est un reptile, déjà, comme on disait. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Pas vraiment. Uniquement invocable spécialement depuis ta main ou ton cimetière en payant la moitié de tes LP tant que l'adversaire a une carte monstre sur son terrain dans son cimetière avec un effet qui s'active dans la main ou la zone monstre en réponse à une activation de carte ou d'effet. J'aime bien l'idée de la carte, genre... Et si tu t'es fait entrap, la carte arrive, juste ça marche pas sur Fuvalos, sur Shifter, sur Purulia. Classique. Voyons voir la suite. Tu ne peux spé qu'une fois par tour cette carte, j'imagine. L'invocation spéciale de cette carte ne peut pas être annulée. Ça, c'est pas mal aussi. On dirait pas comme ça, mais c'est une ligne qui fait plaisir. Tant que cette carte est dans la zone monstre, elle ne peut pas être utilisée comme matériel pour une invocation fusion, synchro, exis ou lien. Et aussi, elle n'est pas affectée par les effets de monstre activés sur le terrain de votre adversaire durant votre tour uniquement. Moi, j'aime bien la carte en vrai. On dirait un espèce de... Enfin... Je pense pas, c'est pas broken, mais elle me fait penser à une espèce de kaiju moderne où en fait tu sacrifies pas le monstre adverse. Et ouais, elle fait penser exactement à du Pancra Fenrir, où le but de la carte c'est juste d'avoir un gros... En fait, on a de plus en plus de monstres qui sont pas affectés par des effets de cartes, etc. On a plein de towers dans le jeu. Et en fait là, ça peut être, c'est un autre moyen de gérer des towers, cette fois-ci en battle. Et en plus, il est pas affecté par l'interaction de l'adversaire, donc c'est vraiment la carte, elle fait du 1 pour 1. J'aime beaucoup la carte, hein. En plus derrière elle peut pas être utilisée comme matériel pour faire autre chose. Ça passe quasiment toutes les towers du jeu. Je trouve que c'est une carte intéressante. Je pense qu'elle va être évidemment... Elle sera peut-être pas trop jouée dans le jeu là comme ça. J'ai du mal à l'imaginer tout de suite. Mais en fonction de comment évolue le jeu, ça me paraît intéressant. Si tu pouvais battle 2 fois j'aurais compris. Ouais c'est vrai qu'il manque ce petit truc où la carte fait vraiment que du 1 pour 1. Après sa vraie force je pense c'est qu'il se spé du cimetière. Il se spé du cimetière fort, très fort. Il est pas faible aux interactions de monstres, mais il est faible à des interactions de MP. Et donc du coup, tu peux lâcher une Imperm par exemple dessus, si t'as envie, et si tu veux vraiment protéger ta tower qui n'est passable qu'au combat par exemple. Et après, tu fais Imperm, mais après t'as une interaction qui fait qu'après tu le fumes d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien. C'est très spécifique, hein, mais vous le savez, Yu-Gi-Oh! Est fait de situations où des fois on peut se retrouver dans des game states très simplifiés, où en fait c'est ça ton problème principal. Mais ouais, il y a vraiment un côté intéressant sur le long terme aussi où elle est au cimetière, elle va pouvoir, en fait, elle va quand même pouvoir se spé tous les tours techniquement, donc c'est assez rigolo tant qu'elle est au cimetière. En fait, j'aime trop ce genre de cartes parce que c'est des cartes, je pense, qui seront jamais jouées, sauf dans un cadre ultra spécifique. Mais la carte, elle est un peu sexy, elle est un peu rigolote, elle est un peu fun. Ouais, c'est ça, c'est le genre de carte, je pense, dans 3 ans, on va la voir. Et puis après, elle va repartir aussi vite qu'elle est venue et tout. Et non, mais en vrai, c'est rigolo. Bonne carte, un peu rigolote. Moi j'aime bien les cartes comme ça. J'espère en vrai qu'elle sera en haute rareté. Juste parce qu'elle est trop stylée, genre. C'est pareil, il y a des cartes, franchement, j'ai envie de les voir briller. Parce qu'elle sera encore plus belle, tu vois. Genre cette carte-là en ultra rare. Oh, je me régale, hein. Ouais, je vous vois, vous êtes beaucoup en mode Snake Rain, mais je suis pas trop sûr parce que c'est pas trop une carte
avec laquelle tu vas vraiment combiner, sauf si vraiment tu veux l'utiliser pour l'utilisation dont on parle depuis tout à l'heure et que tu joues déjà un deck reptile et tout ça. Bon voilà, ça c'était pour Eto. Ensuite, et pas le footballeur bien sûr, mais le libérateur. Ensuite on a eu Abao AQ, l'ombre sans lumière. Alors cette carte là a été annoncée là il y a quelques heures. Pitié Konami, par pitié, donnez un autre nom à cette carte parce que c'est imprononçable. Et ouais, j'ai bien envie d'essayer mais on n'en peut plus. Donc, et puis aussi j'ai envie de voir les larmes des gens qui adoptent le nom de la carte avant que le nom soit officiel. Donc vraiment par pitié, changez le nom, mais vraiment que ça n'ait plus rien à voir. Genre Abawak, tu vois, un truc comme ça. Tout collé, pas de tiret, vraiment avec un K à la fin et pas QU. Vraiment s'il vous plaît, vendez-moi du rêve. Mais bref, donc la carte a été dévoilée aujourd'hui officiellement. Un peu plus tôt via des leaks, voilà, vous le savez hein, comment je suis avec les leaks, je peux pas faire grand chose, mais là, ça a été dévoilé de manière officielle, donc on peut en parler. Et est un démon lien, alors c'est un démon ténèbres, tout va bien, 2800 d'attaque, lien 4, elle a pas trop la tronche d'une lien 4, mais ça passe visiblement. Ça te demande 2 ou plus monstres, dont un monstre démon inclus, donc tu peux aussi utiliser des tokens si tu veux. Toujours une information intéressante. Durant la main phase, en effet rapide, tu peux défausser une carte, puis activer un de ses effets. Soit tu détruis une carte sur le terrain, je rappelle c'est un effet rapide, voilà. Mais après tu discardes 1, en effet rapide, discard 1, détruire 1, pour une lien 4, ça va. J'imagine que c'est Hard Spartard quand même. Tu bannis cette carte jusqu'à la end phase et si tu le fais, tu spé un monstre lumière ou ténèbres depuis ton cimetière. Ah oui, bah oui, rien que ça. Ah c'est pas mal hein. Ah je la veux la carte, elle est bien alors. Ah mais c'est trop bien les cartes comme ça là, faut en imprimer plus Konami. On est là en mode Eto libérateur, mais c'est elle qui va nous libérer, c'est trop bien. Durant votre stand-by, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de types de monstres différents parmi les monstres dans votre cimetière, puis placer le même nombre de cartes depuis votre main au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Bah quand est-ce que cette carte n'est pas parfaite en fait, j'ai pas compris. Point faible, lien 4. Oh tu sais, j'aurais été d'accord avec toi si c'était lien 4, demande 4 monstres ou demande 3 monstres. Tu peux utiliser Moon. Ah et Moon, Moon c'est moins cher que gratuit paraît-il, hein, donc franchement ça se fait assez vite. Je pense vraiment c'est une carte de ouf. Hein. La carte elle te permet en effet rapide de gérer un body sans cibler, parce que franchement au bout d'un moment pourquoi on ciblerait genre flemme tu vois. Il y a le fait de pouvoir aller reborn ce que tu veux, parce que c'est pas un monstre lumière aux ténèbres de max niveau 4, non, tu peux reborn ce que tu veux. Donc depuis le grave, encore heureux. Et il y a aussi... Durant la stand-by, tu peux aller gros. Genre franchement, je préférais qu'on ait plus de cartes comme ça dans le jeu. Des trucs qui permettent de faire des débilités, mais vas-y, on rigole. Si ça, c'est l'avenir de nos liens 4, on passe une bonne soirée quand même. Hein. Extrêmement forte, mais le fait que ce soit une lien 4, c'est ok. Elle a 2008 d'attaque, ça c'est peut-être le truc un peu... Voilà, elle a 2008 d'attaque, c'est un peu élevé. Mais vas-y, ça... J'aurais préféré que ce soit une carte qui a 2005, 2004 peut-être, tu vois, un truc comme ça. Même si c'est une lien 4. Parce qu'elle fait vraiment beaucoup de choses, donc le fait qu'elle ait un peu d'attaque, je pense qu'elle a un tout petit peu trop d'attaque, mais à part ça... Bon, et bah c'est pas la seule lien qui a été annoncée, c'était la carte la plus récente qui a été annoncée, mais bon la suivante, et bah c'est pas rien, il s'agit de Chevalier des Machines, une lien 1, 500 d'attaque. Vous le savez, hein, ce qu'on pense des liens 1 ici, bah ça fait peur, hein, comme d'habitude. Donc voyons voir si on a bien raison d'avoir peur. Ça demande un monstre machine non lien avec max 1000 d'attaque d'origine. Oui, donc la moitié de la Terre entière, j'ai capté. Si elle est invoquée par lien, tu peux envoyer une magie continue face recto que tu contrôles au cimetière. Ajouter une nuit des machines depuis ton deck à ta main. Bah oui, parce que pourquoi pas. Bon, les tutos nuit des machines, c'est quand même une sacrée singerie monumentale, donc ça fait très peur. Après, il y a un cost quand même, c'est d'aller envoyer une magie continue, c'est quand même extrêmement spécifique. Tu peux cibler un monstre machine avec max 1000 d'attaque dans ton cimetière, tu sacrifies un autre monstre machine et si tu le fais, tu spé le monstre ciblé en position de défense. Je pense que c'est banger, mais les decks qui pourront en profiter, c'est pas des decks broken dans les faits. Bon, je pense que la carte est cool en vrai, là je vois pas d'utilisation qui me pose vraiment ultra problème. Rouage ancien. C'est bon, je vois une utilisation qui me pose problème. Putain, c'est vrai que Rouage ancien peut en profiter. Et c'est vraiment un deck de coups. Ouais, bah ouais, hein. Rouage ancien, ils ont tellement de magie continue. Ça, on s'en fiche un petit peu, même si des fois ça peut être utile. Ça, on s'en fiche déjà un peu moins. Hein, voilà. Ensuite, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, défausser une carte et ajouter Intermachine depuis ton deck à ta main. Et en fait, le truc, c'est que il en fait quoi, le deck en question? Eh bah, c'est assez simple. Un rouage ancien, il va juste détruire cette carte très rapidement pour après aller encore tuto. Donc vraiment, c'est solide.
Et effectivement, tu peux aller tuto du Régulus, tu peux aller tuto tout rouage ancien. Bref, tu fais ce que tu veux. Donc vraiment, la carte est assez broken. Encore heureux, la carte a accès à certaines limitations. Mais ouais, tu peux faire beaucoup de choses. Et puis, rappelez-vous que la carte, hein, je sais pas combien elle coûte, mais peut-être un monde où ça monte. Bon, on n'a pas fini avec les cartes un petit peu, voilà, qui sortent un petit peu toutes seules. Il y en a une autre aussi, et il s'agira de le Delta de la Tentation. La carte est assez stylax, et on va voir un petit peu ce que ça fait. C'est une magie de terrain qui dit lorsque cette carte est activée, vous pouvez envoyer un monstre zombie de minimum niveau 5 depuis votre deck au cimetière. Il y a vraiment tellement de zombies à mettre en place que franchement, je pense que les possibilités sont très nombreuses. Donc voilà, le fameux Headlich, effectivement, et tout ce qui va avec tous ses copains. Tu peux utiliser chacun des effets suivants de Delta de la Tentation qu'une fois par tour. Ah, j'étais en mode... Attends, mais pas le premier, mais tu peux activer qu'un Delta, donc ça va, tout va bien. Si un monstre zombie est sur le terrain, pour invoquer spécialement un jeton Delta. Ah bah oui. Eh bah pourquoi pas. Niveau 5, 0-0, d'accord. Si plusieurs monstres sont ajoutés depuis le cimetière à la main, tant que cette carte est dans ton cimetière, tu peux ajouter cette carte à ta main. Waouh! J'aime beaucoup la carte, j'ai l'impression que tu peux faire plein de petits trucs avec, j'ai pas l'impression que ce soit broken, parce que c'est pas n'importe quel zombie, donc tu peux pas envoyer genre Mezuki ou même zombie épidémique, mais en vrai je connais pas assez zombies pour parler des autres. Après par contre t'envoies des vrais autres zombies, mais c'est juste un pool qui est un peu plus réduit que si c'était n'importe lequel. Je pense que l'interaction avec Headlich c'est ça, c'est t'envoies Headlich, tu fais effet Headlich, tu le récupères en main, tu vas le spé, en fait vu que la carte a quand même... Il y a quand même eu, pendant ce moment-là, c'est pas lorsque, c'est si un ou plusieurs monstres, il n'y a pas de mistiming ou quoi que ce soit, donc tu vas pouvoir ajouter la carte à ta main. C'est une interaction qui est vraiment cool. Bon voilà, là on parle de Headlich évidemment, après tu peux activer qu'une seule fois le Delta, donc il n'y a pas de possibilité d'abuser et tout ça. Mais oh, attends. En vrai, si, il y a un truc qui peut être gratuit. Tu peux poser la carte, effet Headlich, tu récupères le Delta, et là t'actives Delta, mais il faut déjà que tu aies Headlich au grave. Voilà. Sinon, tu peux juste faire Delta, envoyer Headlich, récupérer Headlich, voilà. Mais franchement, c'est stylé, j'aime beaucoup. Franchement, tu vois, bon, là, on parle beaucoup d'Headlich, parce que forcément, c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit. Mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs à faire, et vraiment, ça donne envie de faire des trucs avec zombies en général. Bref, ça, c'était pour Delta de la Tentation. Et là, un, dos, tres. Hein, la vida loca, bien sûr. On va parler de l'éléphant dans la pièce. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Évidemment, c'est une carte, vous le savez, à chaque fois, je ne me spoil aucune carte avant l'émission et tout. Des fois, je vois les arts, mais vu que je ne sais pas ce que font les cartes, il n'y a pas de problème. Ici, malheureusement, j'ai vu l'art, et ça m'a suffi, parce qu'on va avoir effectivement Mulcharmi Nihalus. Et effectivement, on va en avoir des problèmes dans notre alus. Lisons la carte, même si j'ai pas lu, je sais déjà ce qu'elle fait, comme ça au pif, là, au doigt levé, hein, le cimetière et le bannissement, bien sûr. Bon, bête, terre, niveau 4, 100-600. Wouh, super. Si tu contrôles aucune carte, oh là là, effet rapide, on peut défausser cette carte. Mais non, on applique les effets ce tour. Mais non, chaque fois que l'adversaire invoque spécialement plusieurs monstres depuis le cimetière ou le bannissement, piochez immédiatement une carte. Mais non, quelle surprise. Une fois, durant cette end phase, si le nombre de cartes dans votre main est supérieur au nombre de cartes monstres, au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire, plus 6, vous devez mélanger au hasard un nombre de cartes depuis votre main dans le deck afin que le nombre dans votre main soit égal au nombre contrôlé par votre adversaire plus 6. Waouh, vraiment, quelle surprise. Le tour où vous activez cet effet, vous ne pouvez activer qu'un autre effet de monstre Mulcharmi. Waouh, incroyable, fantastique. Bon, mis à part que la carte est sacrément mignonne, et je pense que c'est là-dessus où je leur en veux le plus. C'est qu'en fait, les cartes sont mignonnes, alors qu'est-ce qu'elles font derrière ? Terrible. Bon, pas de surprise particulière, ce qui veut dire que actuellement, à part depuis la zone MP, on a absolument toutes les possibilités de counter. Enfin, là, littéralement, on a dû maxer un petit peu à droite à gauche. Sur 3 versions, on va dire, ah mais c'est pas maxé, machin. Vous m'avez compris. Ok, on n'est pas là pour faire de la vulgarisation, d'accord. Si, en fait, peut-être. C'est peut-être pour ça que je le dis comme ça, justement. Bref. Donc, bon, on en a 3. Les 3 cassent les couilles. Maintenant, la question, est-ce que c'est... Enfin, je vais être honnête, à partir du moment où maintenant il y en a 3, la question de est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est pas fort se pose pas. Évidemment que Fuvalos risque d'être toujours le go-to guy
la carte un petit peu ultime, mais en fait, là, on arrive à un stade où, littéralement, on a un Mulcharmy pour contrer n'importe quel type de mécanique. Et en fonction de la méta, en fonction de ce qui te dérange, en fonction des match-ups peut-être qui te plaisent pas, machin, tu mets celui que tu veux, enfin celui que tu peux aussi, hein, parce que... secret, hein. Bref, compliqué des fois, mais tu mets celui que tu peux, en tout cas. Et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dans cette situation où... C'est pas une direction du jeu qui me plaît, très sincèrement. Est-ce qu'il y en aura un 4ème, un 5ème, un 6ème ? Honnêtement, je sais pas. À l'époque, quand Purulia était annoncé, je trouvais que la carte était super intéressante. Et je vous avais dit, rappelez-vous, quand Purulia était sorti, avant que Fuvalos machin existe, quand Purulia était sorti, j'avais dit, la carte est ultra intéressante si il décide de ne pas découper Maxé, de juste garder cette partie de Maxé, et de peut-être transformer certaines entraps de un peu de con et peut-être un peu trop absolu en autres Mulcharmy. Et comme ça, tu peux pas toutes les cumuler, etc. Et ça peut être intéressant. Par exemple, je sais plus si j'avais utilisé cet exemple, mais je sais pas, un espèce de shifter Mulcharmy. Du coup, tu bannes shifter et tu gardes la version Mulcharmy shifter. Ce qui fait que tu peux pas cumuler peut-être un Purulia plus un shifter plus d'autres. Et du coup, être dans un truc où on peut peut-être jouer des entraps, mais peut-être pas tous. Bon, c'était un petit peu l'idée où j'étais en mode ça aurait pu être intéressant parce que ça te demande de faire des choix sur ce que tu vas jouer ou pas. Au vu de la limitation qu'il y avait sur la Purulia. Malheureusement, à partir du moment où on a vu Fuvalos, on a très très bien compris où est-ce que ça partait, et ça partait sur le, en fait, c'est vraiment maxé découpé en petits morceaux. Et en fait, je trouve que malheureusement, je pense que j'ai plus de problèmes avec ça qu'avec le fait d'avoir juste maxé, parce que maintenant, on a un peu ce truc où, en fait, on a plus rien, j'ai l'impression, enfin c'est tellement dur. Alors évidemment on préfère pas maxer, hein, dans tous les cas, maxer reste plus fort que n'importe laquelle de ces versions, mais on a 9 names maintenant possibles de draw 1 en fonction de ce que fait l'adversaire. Des fois les gens rigolent en mode bon, Puria m'a fait piocher que 2, c'est très bien, hein, c'est vraiment très bien déjà de piocher 2. Faut Gamma et Callby x3, mais en fait il est là le problème, c'est-à-dire que si il faut Gamma et Callby x3, eh ben on en arrive dans une problématique qui devient encore plus grande, et c'est déjà la problématique qu'il y a en OCG, c'est déjà la problématique qu'il y a sur Master Duel. On va se retrouver à avoir 40 cartes dans nos decks, dont 10, 12, peut-être 15 sont uniquement existantes pour contrer du Mulcharmy. Et là où Purulia, je pouvais la trouver intéressante, et peut-être même Fuvalos, je suis pas forcément d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais vous avez compris où je veux en venir, où je me disais, à la limite, on peut créer un deck qui tourne autour de 1 des Mulcharmy. Comment tu crées un deck qui tourne autour des 3 ? J'arrive pas à voir comment c'est possible. Et moi, c'est quelque chose qui, du coup, me trigger un petit peu. Parce qu'il y a vraiment ce truc où ces cartes-là sont absolues et j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment trop s'exprimer sur le jeu. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les Mulcharmy. Voilà, je suis un peu à froid par rapport à quand j'ai vu Fuvalos, forcément. La carte est moins absolue que ce qu'on pensait, mais le truc, c'est que maintenant que t'en rajoutes une autre, tu te retrouves dans un espèce de millefeuille de Mulcharmy à la con. En fait, les Mulcharmy en globalité, c'est des cartes que je trouve problématiques dans l'idée. Je vous rappelle, Maxé n'était pas un problème à sa sortie. Hein. C'était une carte ok, forte, elle était surtout là pour contrer un deck en particulier lorsqu'elle a été designée. La carte a survécu jusqu'à maintenant en OCG. Ok ? Alors que le jeu a beaucoup évolué depuis, et la carte est devenue un garde-fou. Et je pense que dans Yu-Gi-Oh!, c'est un problème de designer des garde-fous. Parce que justement, c'est quand il y en a pas que les games sont les plus intéressantes, ou c'est là où les joueurs vont s'exprimer. Bah ok, des fois, le mec il fait son combo et t'arrives pas à le passer, et puis bah t'as perdu, mais des fois tu vas aussi break un board et le mec il arrive pas à te passer. Enfin, c'est le jeu, y a pas de problème, on a décidé de jouer à Yu-Gi-Oh! Si tu veux jouer à un autre TCG qui prend un peu plus le temps et qui fonctionne autrement, il y a plein d'autres TCG que Yu-Gi-Oh! Y a pas de problème. Mais je trouve que les garde-fous ont toujours été problématiques sur le jeu, et il y en a plein des garde-fous dans le TCG, dont certaines qui sont encore dans le jeu actuellement. Et je pense que les Mulcharmy, même si en admettant que là tout de suite ne sont pas vraiment un problème, et c'est souvent ce qui se passe quand moi je parle de ce genre de cartes, c'est qu'en fait, l'instant T là tout de suite, on s'en fout un peu. Ok ? Parce que plein de choses peuvent arriver là dans l'instant T, machin. Moi ce qui me fait peur, c'est dans 3 ans. Dans 3 ans, ces cartes-là, elles se situent où ? Elles se situent dans la banlist ? Ou elles se situent, et quand je dis elles, c'est au pluriel, où est-ce qu'elles se situent toujours dans le format, où il faut toujours continuer à jouer 3 cross-out, peut-être il y aura call-by, peut-être il n'y en aura pas, donc 3 cross-out, 1 call-by, plus chaque exemplaire, plus machin, plus la hache, et je pense que les cartes qui sont autant polarisantes dans le jeu ne devraient pas exister, et qui clairement vont poser problème par la suite. Et je pense que la stratégie du garde-fou n'est pas la bonne en termes de design d'entrap. J'ai aucun problème avec le fait de continuer de créer des entraps. Je trouve que même c'est un peu le moment où il faut en créer des nouvelles.
parce que peut-être que celles qu'on a actuellement sont pas toutes super adaptées, mais il y a une vraie problématique autour de ces cartes-là, alors en dehors du prix et de leur accessibilité, mais je pense très sincèrement qu'on n'a pas besoin de ces cartes-là, qu'elles sont pas nécessaires. Là où Purulia, je trouvais que la carte était intéressante indépendamment, elle est cool, en vrai, Purulia c'était vraiment une carte que je trouvais super intéressante. Je pense que du côté de Nihalus et de Fuvalos, on touche en fait à des zones qui sont un peu plus problématiques. Et c'est vraiment dommage. Et même, je vais être très honnête avec vous, à la limite, je pense que si on avait Purulia qui touche la main, Nihalus qui touche la zone bannie et Fuvalos qui touchait le cimetière, eh bah, on avait peut-être quelque chose qui pouvait être un petit peu plus intéressant, et même comme ça, je suis pas sûr. Maintenant, la vraie question, c'est comment Konami va réussir à designer des trucs qui passent au travers de ces trois choses-là. Quand je dis passe au travers, c'est pas on s'en fout, mais c'est en mode le fameux, bah on va faire un board correct et on va pas mourir. Sachant que, je le rappelle, si tu finis avec rien sur ton board et que l'adversaire il a pioché, il a toujours 6 cartes en main, hein. Donc il y a quand même ce truc où... Enfin, pardon, il a 7. Parce qu'il va avoir 6. Plus la carte qu'il va piocher au début de son tour. Donc en vrai, tu peux pas juste pass turn. Donc il y a des gens qui disent oui, tu peux finir sur un tour où vraiment tu fais pas grand chose. Frérot, tu finis sur un tour où tu fais pas grand chose, tu te fais casser la gueule. Genre, parce que j'ai vraiment vu des trucs en mode ouais, mais l'adversaire il peut piocher que 2 ou 3. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire piocher 2 ou 3 dans Yu-Gi-Oh! Ou je sais pas. Parce que l'adversaire, go second, ok? Tu joues, il joue board breaker, admettons. Draw 3. Donc il a 8 cartes en main. Toi tu finis forcément avec, bah pas une carte sur le terrain, hein, quand même. Donc tu vas finir avec un board, donc il va rien remélanger. Il va commencer son tour, 9 cartes en main. En fait, on se retrouve sur des vraies fausseuses, en tout cas c'est ma définition d'une fausseuse. Enfin, pour moi il y en a 2 qui sont possibles de définition. C'est des cartes qui sont... Définition numéro 1, la carte est tellement absolue que quand tu la joues, elle augmente ton win rate sans que t'aies rien à faire d'autre. Tu actives la carte, ça augmente drastiquement ton win rate sans que t'aies rien d'autre à faire, si elle se résout. Par exemple, Shifter, c'est une fausseuse. Maintenant, l'autre définition de la fausseuse, enfin, et qui parfois peut être corrélée, c'est, bah si cette même carte est limitée, par exemple, et que elle a toujours les caractéristiques de base, qui est de, bah si elle se résout, t'as gagné, et ben on reste toujours sur une espèce de fausseuse. Et voilà, c'est évidemment mes définitions, elles sont pas forcément absolues, mais c'est comme ça en tout cas que j'emploie les termes quand je parle du jeu. Je vois bien que la Nihalus, elle est moins forte que Fuvalos ou machin, et encore que ça dépendra évidemment des formats, peut-être qu'ils vont arrêter de faire des cartes de l'extra deck d'un coup, et qu'en fait tout ce spé du grave et de la zone bannie, et voilà, bon bref, t'as capté. Mais je pense sincèrement que bah on peut rien éviter, on peut pas faire grand chose, tu peux pas... Enfin qu'est-ce que tu veux faire? Chaque deck là a un contre forcément, minimum. Certes on a réglé le problème principal de Maxé, qui était effectivement... bah tu peux l'activer quand t'as fini ton board. Tour 1 tu fais ton board maxé, allez bon courage pour me remonter, c'est impossible. L'effet numéro 2 qui dit... Ah oui bah si t'as plus de cartes, un mulligan et tout, tu peux rien faire, 6 cartes. 6 cartes. Moi je pense qu'il aurait dû avoir un truc à base de, bah si t'as plus de cartes que ton adversaire, hop là tu... Enfin plus de cartes dans ta main que sur le terrain de l'adversaire, là tu dois mulligan un truc, tu vois. Mais c'est pas ce qui se passe, donc du coup, t'as un truc où tu vas piocher la entrap, tu vas vider de ta main, du coup tu vas jamais remélanger tes cartes, et de toute façon si même l'adversaire il décide de pas trop commit sur les cartes, t'as quand même pioché 2 ou 3 cartes. Et en fait je vais être très sincère, tu gagnes une game en utilisant Nihalus, ou en utilisant Fuvalos, ou en utilisant... Purulia et t'as pioché 4, 5, 6, 12, 24, ta grand-mère, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que... Ouais, bravo, t'as été meilleur au jeu, t'as pioché. Ah bah il fallait pas extend, bah ouais mais si j'extend pas j'ai perdu quand même en fait. Yu-Gi-Oh je le dis et je le redirai toujours, toutes les personnes qui pensent que Yu-Gi-Oh c'est juste dépenser de l'argent et après t'es trop fort au jeu, alors certes malheureusement en tant que TCG, eh bah c'est un jeu qui coûte de l'argent et donc forcément la plupart des gros decks coûtent de l'argent, mais bon bizarrement quand... Voilà, certains jouent Sky Striker et finissent deuxième, cette phrase bizarrement on l'entend moins. Je trouve vraiment que Yu-Gi-Oh c'est un jeu qui est extrêmement skillé et qui récompense à chaque fois les interactions et les possibilités de jeu et ce qu'on peut faire, nos prises de décision. Des fois sur une micro-interaction on va gagner ou on va perdre en fonction de ce qu'on va faire, en fonction aussi des ressources qu'on a, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une game et c'est fascinant, c'est vraiment un aspect que j'adore du jeu et que tu retrouves pas forcément dans d'autres TCG ou dans d'autres jeux même en globalité, et c'est quelque chose qui fait que je pense qu'on est beaucoup à apprécier le jeu aussi pour ça.
Et je pense qu'à chaque fois que la phrase c'est ah bah oui, bah tu joues juste le deck méta, t'as pas de skill, c'est faux, je ne crois vraiment pas en cette phrase. Le nombre de gars que j'ai foudroyé qui jouaient des decks méta et moi je jouais mon deck rogue, il y en a eu plein, et le nombre de gars qui jouent un deck méta et qui m'ont cassé la gueule, bah je l'ai vu aussi que c'était pas juste parce qu'il avait le meilleur deck, tu sentais que le mec était juste fort, tu vois. Et en fait le problème c'est que ces cartes là nullifient tout ça, et le pire c'est que je pense que les gens qui sont contents de ces cartes là, c'est justement les gens qui n'ont pas le talent nécessaire pour pouvoir affronter des joueurs qui ont ce niveau-là et qui ont besoin d'avoir 25 cartes dans leur main pour pouvoir se dire je peux gérer toute situation. En plus de ça, bien sûr, comme tu le dis Kawax, c'est des cartes qui malheureusement sont gatekeep par leur prix, mais en fait même si leur prix était accessible, le problème resterait le même. Alors le problème est encore plus violent parce que les cartes ne sont pas accessibles, et tu vois j'entends souvent la phrase ah oui tu rages mais parce que le prix machin, frérot, c'est si j'ai envie, je pense que sincèrement, la majorité d'entre nous, quand on dit qu'une carte est chère, c'est pas qu'on a rien dans notre compte en banque et qu'on peut pas l'acheter, tu vois, à partir du moment où t'as un taf, tu peux acheter des cartes. Mais qui a envie de dépenser 400 balles pour faire un WCQ à mon cul? Personne. Personne n'a envie de faire ça, sauf quand t'as pas le choix, parce que t'es un joueur très compétitif. Mais en vrai, moi j'ai un Fuvalo, j'ai eu de la chance, je l'ai ouvert dans une box. À ma grand-mère en slip, j'ai pas envie d'acheter 2 Fuvalos en plus. Ça coûte trop cher, j'ai pas envie. Mais même si j'avais la carte et que je la résous, est-ce que je suis satisfait? Je pense pas. Est-ce que j'ai pas le choix? Une fois que j'ai les cartes, ouais, je suis con de pas jouer la carte si je l'ai, tu vois. Et en fait, c'est toutes ces frustrations-là qui se cumulent avec le fait qu'on sait que ça va coûter cher. Même si encore une fois, Nialus pourrait ne pas coûter cher, ça ne règle pas le problème global de cette conversation sur le prix, vu que les deux autres coûtent déjà cher. Et en fait, Nialus, indépendamment des autres, on peut dire que c'est peut-être la plus faible ou machin, ça dépendra toujours de la méta de toute façon par rapport à ça, donc c'est pas un jugement vraiment sur Nialus, mais plutôt sur la globalité et ce que vaut Mulcharmy en général. Mais c'est vrai que moi je me pose vraiment la question de est-ce que Konami savent ce qu'ils font en imprimant ces 3 cartes? Est-ce qu'ils savent où ils vont? Parce qu'encore une fois, si ça crée des decks qui peuvent tourner autour des Mulcharmy, et quand je dis tourner, encore une fois, c'est pas j'en ai rien à foutre, je ne suis pas affecté parce que j'ai le terrain Tempai, et du coup peu importe les cartes que tu vas activer, et il va rien se passer, et du coup moi je peux jouer peu importe ce que tu pioches. Non, c'est pas ça j'abuse parce que vous avez compris, Tempai c'est du go second machin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord, c'est juste un exemple, ok, voilà. Mais ce délire de est-ce que ça continue à imprimer des cartes qui disent je suis pas affecté, donc t'as beau piocher 15, je m'en fous, tu vas pas interagir avec moi, et dans ce cas là effectivement piocher 15 ça sert à rien sauf pour avoir des board breakers, c'est super. Pas sûr de la pertinence du coup de ce genre d'équilibrage, ou est-ce que ils vont se dire si ok on va faire des decks qui en 3 invoques, ils peuvent faire un petit deck, voilà, ils peuvent faire un petit truc qui est un peu qui peut tenir, enfin voilà, moi je vous dis, s'il y a des Avnis dans tous les decks, à base de l'adversaire, il fait un truc, tu peux l'aspect depuis ta main, tu me le 3, ah t'as mets-le, tu fais une fusion. Ouais, c'est super. C'est super, on peut faire des boards super faibles pendant notre tour, c'est le tour adverse, on peut jouer. Et on sait pas manger du Fuvalos, machin, et là on peut prendre des décisions en fonction. Mais vu que tous les decks ne s'appellent pas Tier Element, comment on fait ça? On le fait pas, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que Konami soit dans cette direction. Et du coup, voilà, c'est un petit peu tout ce cumulatif-là qui est un peu frustrant, parce que je pense qu'on a tellement de moyens de s'exprimer au jeu de manière ultra agréable. Mais moi, je trouve que c'est une direction qui est dangereuse pour le jeu. Peut-être que j'aurais tort, peut-être que d'ici 1 an et demi, en fait, on va voir, en fait, les Mulcharmy, c'était pas si mal. Mais là, actuellement, comme ça, en l'état, c'est une putain de barrière de merde pour la plupart d'entre nous. Alors, au Japon, en OCG, pardon, ils ont pas ce problème. Mais vous savez que chez nous, le problème est autre, hein, donc c'est un problème supplémentaire rajouté à un autre problème. Certains jouent peut-être méta et qui ont peut-être pas les moyens, peuvent se sentir un peu lésés là-dessus. D'autres qui jouent pas forcément méta et qui ont envie de s'amuser, ils sont en mode, en fait, je ne peux plus lutter parce que... comme d'habitude, hein, oui, mais les decks rock, mais non, mais en fait, les decks méta aussi, ils vont jouer ça, et les decks méta peuvent mieux tourner autour de cette carte que ton deck rock, donc tu es foutu. Comme je l'avais déjà dit avec Puria et avec Fuvalos, malheureusement, je trouve que toutes les conditions qui sont écrites sur ces cartes-là ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas suffisant pour justifier l'existence de ces cartes. Très sincèrement, c'est des cartes qui sont tellement absolues sur ce qu'elles t'apportent que pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Et je pense très sincèrement que les Mulcharmy auraient été largement plus équilibrés si effectivement tu pouvais piocher. Pioche. Et que, à la fin du tour,
et bah juste tu mulliganes, point, et tu dois avoir autant de cartes que ce que t'es censé avoir quand tu commences ton tour 2. Et donc du coup, bah t'auras pioché un peu, t'auras peut-être utilisé des entraps, c'est super. Et déjà, rien que comme ça aurait été fort. Mais c'est même pas ce que font les Mulcharmy, ils font beaucoup plus que ça. On parle que des cartes en elles-mêmes d'équilibrage, mais derrière, comme je vous l'ai dit, bah quand t'as les cartes absolues, on est obligé de trouver des cartes qui sont absolues dans leur contre, donc tu dois jouer 3 H, tu dois jouer 3 cross-out, tu dois jouer un call-by pour l'instant parce qu'on a qu'un, certains vont se mettre à jouer un gamma plus un driver, et donc en fait tu vas te retrouver à jouer 9 Mulcharmy, bon j'abuse mais vous avez compris, allez on va dire 6, plus 10 cartes qui les contre, bah félicitations, un tiers de ton deck, et bah c'est plus un quart là, c'est un tiers de ton deck qui est fait pour contrer Mulcharmy. Ça devient compliqué, et puis même là-dessus ils ont quand même réussi à faire en sorte que tu peux activer quand même 2 fois le même Mulcharmy, tu vois. C'est vrai que c'est un peu complexe, et forcément ça nous amène dans une situation où c'est... Voilà, on va pas arriver en mode le futur de Yu-Gi-Oh est en danger, évidemment ce sera le titre de la vidéo YouTube, mais... mais j'avoue que j'ai un peu peur quand même, parce que les Mulcharmy existent, parce que l'accessibilité des prix de ces cartes, enfin l'accessibilité de ces cartes en TCG est compliquée, et en plus, parce que c'est des cartes qui vont demander à Konami de faire un effort de game design. Là, il y a 2 employés de Konami, ils ont fait un arrêt cardiaque, là, quand j'ai dit ça. Pour essayer de trouver des solutions pour que les Mulcharmy soient pas trop forts, mais qu'en même temps, ils soient un peu utiles. Sans qu'il y ait de problème. Waouh. Il y a des guerres qui ont éclaté pour moins que ça, donc moi, je vous le dis, ça va être compliqué. On verra bien sûr, et l'avenir nous dira si la direction prise par ces Mulcharmy est la bonne ou pas. Moi je suis inquiet, ça nous empêchera pas de profiter du Yu-Gi-Oh de plein de manières différentes, mais c'est vrai que Nihalus on l'a un peu dans le cul, hein, voilà. Le support Bête Gladiator bien sûr, et on va se régaler Bête Gladiator qui reçoit du support après un petit moment. Ça fait plaisir, c'est quand même un deck qui est quand même à l'ancienne, et je sais que les fans de Bête Gladiator vous êtes nombreux, vous êtes présents, et c'est beau. Et on va voir un petit peu ce que ça fait, j'en ai évidemment aucune idée, je suis juste très très hype par les Gladiator Beast, et je sens que vous êtes aussi très très hype de votre côté visiblement. On va regarder du côté de Magister Bête Gladiator qui est le premier monstre révoilé. Révoilé ? Dévoilé, bien sûr. Niveau 3 terre, bête, 1200 d'attaque, 2000 de défense, ça c'est des stats un petit peu solides. À la fin de la battle phase, cette carte a combattu, vous pouvez mélanger cette carte dans le deck, invoquer spécialement monstre Bête Gladiator sauf lui-même depuis votre deck. Jusque là, on est sur du classique. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Magister Bête Gladiator qu'une fois par tour. Tu peux révéler cette carte et un autre monstre Bête Gladiator dans ta main, tu les invoques spécialement tous les deux. Ah oui, bien sûr. Parce que pourquoi pas. Reveal et dévoilé, révoilé. Ouais, c'est my bad, c'est... Vous savez, c'est mon accent un petit peu ingrichou. Insupportable. Bref, donc ça se P2. C'est pas mal ça. C'est un peu processeur psychique quoi. Cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre Bête Gladiator, donc lui-même, tu peux... D'accord, donc tu peux après aller tuto une magie piège Bête Gladiator, enfin Bête Gladiator depuis ton deck à ta main. Bah, c'est fort en vrai, hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le genre de carte... Vu qu'elle est invoquée spécialement... En fait, elle peut être invoquée aussi en battle phase. En gros, tu fais un Bête Gladiator, tu tapes, et ensuite, à la fin, paf, tu vas aller spé Magister, et Magister est fait, tu vas pouvoir faire les trucs. Donc ce qui est cool, c'est que ça... Il n'y a pas que son effet à lui qui compte. Il y a aussi ce truc où, à la fin de la battle, tu peux juste faire l'effet d'un des Bête Gladiators. On garde quand même ce truc où il faut quand même que les cartes aient combattu. Ce qui, malheureusement, quand t'as que 1200 d'attaque... Ça peut être un peu faible, en fonction des Bête Gladiators, ça peut être plus ou moins compliqué. Il faudra évidemment voir si c'est jouable. Et on va avoir du coup une autre carte, et cette fois-ci elle n'est pas Bête Gladiator, mais c'est du support bien sûr. L'ours de laboratoire, qui est un bête de niveau 4, 900 d'attaque, 600 de défense, et évidemment la référence au tigre de laboratoire. Si vous contrôlez un monstre Bête Gladiator qui a été invoqué spécialement depuis le deck ou l'extra deck pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main, c'est plutôt pas mal. Tu ne peux l'aspect qu'une fois par tour de cette façon bien sûr. Tu peux sacrifier cette carte et mélanger un monstre Bête Gladiator depuis ta main ou terrain face recto dans le deck extra deck. Invoquer spécialement max 2 monstres Bête Gladiator depuis ton deck. Ceci est traité comme une invocation spéciale par un effet de monstre Bête Gladiator. Wesh. Quoi? La seule faiblesse pour l'instant de ce que je vois, c'est que c'est pas un effet à l'invocation. Ah, ça mange bien, hein. Ouais, j'ai capté pourquoi l'ours il est si gros, hein.
Ah, il s'est bien régalé à la cantine, hein. On va passer à la suite. La suite, ce sera Claudius, bel gladiateur qui a l'air assez énervé, hein. Level 12. Ténèbres, qui te demande 5 monstres bêtes gladiateurs, rien que ça. Putain, le mec, il a pris le Colisée, il a dit c'est moi le Colisée, en fait. 3700 d'attaque, 2600 de défense, des stats... Bah, d'empereur romain, j'ai envie de vous dire. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en mélangeant les cartes ci-dessus depuis votre terrain et ou cimetière dans le deck extra deck. Mais oui! Si elle est invoquée de cette façon, vous pouvez activer cet effet. Vous pouvez mener votre prochaine battle phase 2 fois. Ah, quoi? Attends. Si tu la spé en mélangeant 5. Bon, c'est quand même beaucoup, 5. Tu peux taper 2 fois. Quoi? Passe pas, tu peux taper 2 fois, c'est à 2 battle phases. C'est une première dans Yu-Gi-Oh! Non. Mais, c'est fort. Faut m'expliquer comment ça marche les phases. Bah c'est très simple, tu fais draw, standby, main, enfin tu fais ton truc, battle. Une fois que la battle est terminée, on recommence la battle. Bon, c'est aussi simple que ça. Une fois par tour, si votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez activer l'effet approprié selon le tour. Votre tour, invoquez spécialement un monstre gladiateur depuis votre deck. Ok. Le tour de votre adversaire, invoquez spécialement ce gladiateur de max niveau 11 depuis votre extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Bah oui, parce que pourquoi écrire du texte sur les cartes si on peut les ignorer, ces lignes de texte? Hein? À qui je le demande? À Konami? Il y a des problèmes là. Ouah, la carte elle est broken, genre. Alors, j'ai quand même l'impression que le monstre est très difficile à invoquer. Je vais être honnête. J'ai l'impression que c'est pas si simple que ça quand même d'avoir 5 monstres gladiateurs. Fin de battle, effet du gladiateur, il revient dans le deck, il va en respect un autre, on continue la battle et du coup tu peux faire des cycles comme ça. Ouh, c'est... En vrai, c'est stylé. J'aime bien, j'ai l'impression que le monstre est pas si gratuit que ça à invoquer. C'est très très cool. Par contre, quand même, je préfère préciser, la carte n'est absolument pas hard once per turn. Tu peux l'invoquer plusieurs fois, alors il faut y arriver, bon courage. Ce qui veut dire, évidemment pas que tu peux mener une prochaine battle phase encore une fois, ça marche pas comme ça. Mais à ce truc où par contre tu peux trigger le dernier effet une fois par copie. Et donc ça peut être fou, genre tu spay 2 blades gladiateurs et puis machin, mais ça me paraît quand même assez complexe quand même. Claudius, Césarus, Ganus, hein, genre vraiment, bon il est fortus. Parfait, bah on va finir avec, on va pas finir parce qu'il reste encore 2 cartes, on aura du coup derrière Dareioeus, la bête gladiateur qui est un lien 2. Ça te demande 2 monstres, un monstre bête gladiateur inclus. 1500 d'attaque, si cette carte est invoquée par lien, tu peux spé un monstre gladiateur de max niveau 4 depuis ta main ou ton cimetière. Ou si votre adversaire contrôle un monstre, tu peux invoquer spécialement un monstre gladiateur depuis votre deck à la place. Bah oui, bien sûr. Et aussi tu ne peux pas utiliser de monstres sauf des monstres bête gladiateurs exclus comme matériel lien le reste de ce tour. Ah, ça c'est bien. Tu ne peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Les monstres gladiateurs que tu contrôles ne peuvent pas être détruits au combat ni par des effets de cartes durant la battle phase de votre adversaire. Aïe aïe aïe. Je pense que ça aurait été bien qu'ils mettent les monstres gladiateurs que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits ni au combat, ni par des effets de cartes durant la battle phase. Point. Dareio, c'est très très fort. C'est quand même une sacrée target à H par contre, hein, au vu de la formulation de son effet. Bonne carte, hein, je pense. Hein. Franchement, le support gladiateur, c'est solide. Hein. Très très solide. J'aime beaucoup. Et pourtant, ce n'est pas fini. Alors, on a peu de monstres. C'est quand même déjà pas mal, hein, ce qu'on a eu. On va avoir Flavius, la reine des bêtes gladiateurs. Enfin, de la bête gladiateur, laquelle vous pouvez défausser une carte. Ajoutez un monstre bête gladiateur depuis votre deck à votre main. Comme d'habitude, une magie de terrain qui va tuto. Hein, le jour où Konami a des idées différentes en termes de game design, vous m'appellerez, bien entendu. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement monstre bête gladiateur depuis votre deck. Et si vous faites, il ne peut pas être détruit au combat. Et un truc qui est rigolo, c'est qu'il ne peut pas être détruit au combat tout court. C'est-à-dire que si tu décides de laisser ton bête gladiateur jusqu'à la fin de ta vie, ad vitam aeternam, la carte elle ne sera jamais destructible au combat. Et en vrai c'est rigolo. Mais dans l'idée évidemment c'est pas ce que tu vas faire, tu vas pas un bête gladiateur, pas destructible au combat, problème réglé, paf pépi pouf. End phase, fin de battle phase, pouf, ça part et tu respires un truc. Ok. Durant la end phase, si un monstre bête gladiateur a été invoqué spécialement depuis votre deck ce tour. Oui bah oui. Vous pouvez poser un piège bête gladiateur, un piège gladiateur depuis votre deck. Les pièges gladiateurs, t'en as des très bons, il me semble qu'ils ont une counter trap. Donc le fait de pouvoir setup une counter trap comme ça, c'est quand même pas mal. En vrai, la trappe continue, no machine gladiator, c'est rigolo, hein, ça force l'adversaire à taper. Et après, tu mélanges un truc, machin. Peut-être elle sera à jouer, je sais pas. Voilà, je sais pas si c'est la piège continue ou la counter trap ou la charge. Peut-être une des trois, et c'est intéressant. Tu vas voir un petit peu les options, c'est rigolo.
Maintenant, je dirais que mon vrai problème avec ce support-là, c'est... Putain, t'as pas envie d'affronter Tenpai et t'as pas envie d'affronter Rouage Ancien. Hein. C'est... En fait, ça m'attriste de le dire, mais je pense que c'est le pire deck Battle Phase des 3. Mais c'est en même temps celui qui me plaît le plus. Parce que c'est le plus fair. J'espère que le deck pourra s'en sortir. Et c'est vrai que ça m'attriste un peu... ça m'attriste un peu parce que je trouve le support vraiment cool. Et vu qu'en fait, on vit dans un monde où tu peux jouer que les cartes de racisme pour gagner au jeu, surtout en Battle Phase, et bah malheureusement j'ai l'impression que le deck est un tout petit peu trop fair. Et bah voilà pour le support Beganator, ça n'empêche que je suis hype et ça n'empêche que je kiffe parce que bah, c'est un archétype qui représente beaucoup de choses. Alors c'est pas mon archétype préféré du tout, mais il marque évidemment une rivalité avec certaines cartes que j'ai là, peut-être on sait pas, entre autres, qui étaient plutôt cool. Je vous laisse là-dessus.